Lors de cette interview, les charmants voisins de Roxane ont décidé de faire leurs travaux du week-end. Cet épisode aura donc un accompagnement musical des plus originales. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Roxane Taleb, qui est doctorante en mécanique des matériaux dans un laboratoire à l'ENS Paris-Saclay. On a terminé la première partie de cet épisode en parlant de l'école que tu as intégrée à la suite de ta prépa, qui est donc l'IMIN d'Albi. Tu nous disais que c'était une école avec un énorme campus, avec beaucoup d'opportunités pour faire des sports et des associations. Est-ce que pendant ce temps que tu as passé dans cette école, tu as pu profiter des infrastructures ? Énormément. Il y a quelque chose que j'ai vraiment délaissé quand j'étais en prépa, c'était le sport. Et ça, c'est ma plus grosse erreur. Je conseille vraiment aux étudiants qui écoutent de ne pas négliger ça parce que c'est la santé mentale en fait. Et du coup, je me suis rattrapée. Quand je suis arrivée en école d'ingénieur, j'adorais le sport de base. Du coup, j'ai fait des cours de Zumba, du handball, du foot. On avait une équipe féminine. C'était génial. Et puis je faisais partie d'une association, ça s'appelle les Cordées de la Réussite. Je parrainais une lycéenne pour l'aiguiller un peu sur son parcours professionnel. Elle a hésité entre faire professeur de sport ou prépa. Et en fait, il s'avère qu'elle a fait professeur de sport. On a essayé de creuser un peu sur vraiment ce qui l'intéressait et pas ce qu'il fallait faire, quoi, ce qui était le mieux vu. En gros, tu as fait un peu le job de conseillère d'orientation. C'est un peu plus que ça, je pense. Parce que on faisait des sorties un petit peu culturelles, on organisait des petits pique-niques. C'était plus un rôle de grande sœur que de conseillère d'orientation. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et donc, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience avec les Cordées de la Réussite ? C'est très valorisant d'apporter un peu son aide, puis on essaye de donner ce qu'on nous a donné. En fait, c'est vraiment ça qui m'a motivée. C'est que du bonheur en fait, c'est que de l'échange, de la confiance. Ce qui manque un petit peu dans les sciences, c'est l'humain parfois. Je me suis rendu compte en lui parlant que elle pouvait pas vivre sans sport. Elle faisait partie d'une équipe de foot professionnelle. C'était vraiment des entraînements intensifs. Elle en avait 2 heures par soir. Et je me suis rendu compte que sa vie personnelle n'était pas compatible avec les sacrifices qu'elle aurait fait pendant la prépa. Et donc, je lui ai posé les avantages, les inconvénients. En fait, elle a fait un STAPS. C'est vraiment génial, cette formation. En tout cas, de ce que j'en ai l'impression. Et du coup, on a discuté, et puis elle a fait son choix. Voilà, j'essayais de pas l'influencer, mais je lui disais, ben voilà, si tu fais ça, tu vas faire ces sacrifices-là. À toi de te poser la question, et c'est très difficile d'avoir cette maturité. Et elle l'a eu. À toi de te poser la question, qu'est-ce qui est primordial pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que j'ai perdu pas mal de personnes parce que justement, j'avais de l'ambition, beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie surtout, et beaucoup de curiosité. Et j'avais toujours soif. Même si j'étais pas bonne dans certaines choses, je me disais, mais pourquoi pas moi? En fait, si j'aime bien ce truc-là, il va finir par céder, quoi. Il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Mais c'est très dur, franchement, je trouve que c'est très dur. Enfin, les personnes qui, par exemple, s'orientent plutôt vers des carrières où il y a vraiment de l'incertitude, je les admire, hein. Ça me fait penser un petit peu au personnage de Joey dans Friends. En fait, c'est l'opposition entre Chandler, qui a son travail, et Joey, qui assume en fait de galérer. Moi, je suis admirative. En fait, l'objectif aussi, c'est de montrer que la réorientation, elle est toujours possible. Parce que du coup, ce podcast, c'est la destination de personnes qui sont en situation d'orientation, que ce soit des lycéens, que ce soit des personnes qui ont leur licence mais qui veulent s'orienter, ou même des personnes qui sont plus avancées dans leur orientation, ou même qui travaillent, et qui se disent, bah voilà, j'ai envie de reprendre des études, mais je suis pas sûre, et puis comment ça se passe. En fait, vraiment, la réorientation, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur du tout.
c'est clair. Et même, moi je me souviens quand je cherchais un petit peu des renseignements sur le métier d'ingénieur, je comprenais rien. Je me disais, oh là là, ça a l'air ennuyeux, etc. Vraiment, je vais finir ma vie comme ça parce que j'aime les maths. Et vraiment, je me disais vraiment ça. En fait, je me suis rendu compte du champ des possibles dans une entreprise. On peut changer, on peut faire tellement de choses, commencer dans le technique, finir dans quelque chose de plus management. Ça peut totalement arriver que notre métier nous plaise, mais que la culture d'entreprise pas du tout. Et donc, on va essayer de passer d'une entreprise plutôt avec un management français, avec un management plus anglo-saxon. Enfin, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de visibilité quand on est jeune. Enfin, deux personnes qui ont fait le même parcours peuvent totalement se retrouver dans des jobs, des postes différents. Et heureusement, nous, on pensait que c'était ce parcours et pas un autre. Et heureusement que l'entreprise a compris que la multiplicité des parcours était une richesse incroyable. Parce que ça se ressent vraiment dans les équipes. Il y a des personnes qui sont plus issues de la fac, qui vont avoir une sorte de technicité très poussée, qui vont être très pointues sur un sujet. Donc, une personne qui va sortir de prépa va être moins pointue sur ce sujet-là, mais assez complète. Et qui va avoir une sorte d'adaptabilité très forte quand on unit les deux. Et ça fait quelque chose de vraiment chouette. Travailler en équipe, c'est vraiment très agréable. Tu as fait ma thèse en 180 secondes. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Ma thèse en 180 secondes, c'est une expérience en fait où un thésard raconte en 3 minutes son sujet de thèse. On sait que les sujets de thèse peuvent paraître complètement inabordables quand on lit, même pour le thésard. Moi j'ai mis je crois 1 mois avant de pouvoir dire le titre de ma thèse avec assurance. Et du coup, on présente la thèse en 3 minutes. Et on vulgarise, en fait, au grand public notre sujet de thèse. Pour montrer, en fait, que c'est pas si inabordable que ça. Est-ce que c'est un choix que tu as pris, enfin une décision que tu as prise seule, ou est-ce que c'est ton laboratoire qui t'a accompagné? Il faut savoir, en fait, que quand on fait une thèse, on fait partie d'une école doctorale. Et dans cette école doctorale, on doit valider des heures de formation. Ma directrice de thèse m'en avait parlé parce que ses anciens thésards aussi l'avaient fait. Elle m'avait dit, tiens, il y a ça qui existe, voilà, si tu veux y participer. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, et j'y suis allée comme ça. Pour retrouver sur internet la petite vidéo de ton MT180, je le mettrai en barre de description pour ceux qui veulent aller voir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres expériences extrascolaires qui t'ont guidé dans tes choix ou dans tes décisions? Ça, c'est une question difficile. Qu'est-ce qui m'a guidée? J'ai pas eu le temps de faire de l'extrascolaire pendant ma prépa. Mais ouais, sinon, je dirais vraiment le sport. Le sport, c'est vraiment central, je pense, dans ma vie. Il y a une sorte de vague de bonheur qui me submerge quand je fais du sport, que des choses positives. Les rapports quand les gens qui font du sport entre eux, il y a tout de suite une sorte de lien qui se crée, une confiance qui se crée. Moi, j'ai fait juste 7 ans de handball et c'était vraiment l'entraide, on prenait les coups ensemble. Je me sentais tellement fragile et j'adorais dans le hand prendre des coups entre guillemets et résister à ça. Ce que je subissais entre guillemets psychologiquement dans ma vie parce qu'il faut beaucoup d'efforts, de résilience quand on fait de la prépa, quand on fait des choses un peu exigeantes, on sort de notre zone de confort. Dans le sport, je pouvais répondre de manière physique et tenir bon, le matérialiser en fait, c'est le mot que je cherchais. Je pouvais matérialiser ce que je ressentais et voilà, me dire que j'étais pas une petite fille fragile, j'étais quelqu'un de solide. Et je te montre que je suis là et tu ne peux pas passer pour aller marquer ton but. C'est vraiment important cette matérialisation et de prendre sa place, de s'ancrer. Et actuellement, là, pendant ta thèse, est-ce qu'il y a d'autres activités que tu fais extra-thèse, du coup? Ouais, voilà, faire du sport. T'as pas lâché le sport, tu continues. Pas lâcher, et dès que je lâche, j'ai des problèmes de tension, je suis complètement tendue, mal. Ouais, voilà, donc je vais à la salle de sport régulièrement le week-end et j'essaye de tester des sports un peu farfelus comme de la boxe dans une ambiance de boîte de nuit ou des choses comme ça, de la zumba. J'ai testé l'aquabiking aussi. J'essaye des choses qui sont plutôt ludiques, plutôt agréables avec d'autres thésards aussi. On partage ça et puis on se défoule.
Quand on fait le choix de vivre hors de sa zone de confort, il faut accepter tout le négatif qui en émane, parce que c'est très inconfortable, comme son nom l'indique. Du coup, le corps se crispe, et du coup, allez, on vit tout ça dans un ring. T'es pas trop loin de ta famille, tu la vois assez régulièrement. Oui. Et du coup, ça a été un gros soutien pour toi dans ta scolarité et actuellement dans ta thèse. Et effectivement, j'avais écouté l'interview d'Irène, où elle disait que pour choisir une thèse, l'encadrement était très important. Et je vais aller plus loin, je veux dire l'entourage. Moi, je pense que je suis pas un génie, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Par contre, je sais m'entourer. Et je sais m'écouter. Et je sais que telle personne ne va pas apporter quelque chose de positif dans ma vie. Et donc, je sais prendre de la distance avec ce genre de personnes. Et je pense que ça, c'est primordial. C'est vraiment des gens qui vont vous pousser vers le haut, qui vont regarder vos qualités et pas vous juger. Et dans des moments où vous êtes vulnérable parce que les choses se passent pas comme elles devaient se passer, parce que vous êtes mis au défi, parce que voilà, on vous regarde, on vous juge un peu sur vos compétences, etc. C'est important d'avoir son petit cocon de gens avec qui on sait qu'on ne sera pas freiné et parasité. Voilà. Parfois, je me sens tellement vulnérable pendant la thèse. La thèse, on la vit en fait. C'est pas quelque chose qu'on laisse dans un tiroir quand on rentre chez soi en fait. On l'a en permanence parce on est responsable de son projet. Et du coup, parfois, on n'arrive pas à avoir un recul sur les choses et donc on se dit c'est de ma faute si les choses se passent pas comme elles devaient se passer. Et du coup, voilà, il faut vraiment des gens bienveillants autour de soi. C'est vraiment la bienveillance, sinon rien, quoi. Parce que je sais que je suis quelqu'un de bienveillant, donc je veux des gens bienveillants autour de moi. Juste pour revenir sur ma thèse en 180 secondes, est-ce que toi tu l'as vu comme un défi de parler en public Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant ou tu étais déjà hyper à l'aise J'avais déjà participé à une expérience plus ou moins folle en école d'ingé, où j'avais fait 10 minutes en première partie d'un humoriste. C'est une association qui s'appelle Campus Comedy Tour. Un humoriste français passe dans les écoles et les élèves font la première partie. Et je m'étais proposée et j'avais fait 11 minutes et c'était au départ très stressant. J'avais répété. Je me disais, bon, Roxane, ok, tu te mets ce challenge-là, si les gens rigolent pas, tu pourras rire de tes flops à la fin. Ce qui est plus facile à se dire qu'à faire, mais ça a bien marché. Mais j'ai fait ça parce que je crois que je suis vraiment hyper timide. Et c'est une catastrophe intérieurement. Donc c'était pour vaincre ta timidité? Oui, c'est ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'arriverais pas à faire rire des gens pendant 10 minutes dans mon amphi avec en première année où je connais personne, le culot quoi. Enfin, je sais que je suis inconfortable, alors j'y vais en fait. Je suis hyper timide comme personne, je le montre pas, mais quand par exemple j'interviens quelque part, j'ai fait une petite vidéo par exemple pour présenter les femmes de l'UNS. Quand la vidéo est sortie, me voir en vidéo, je tremblais, je me disais mince. Alors cette vidéo je l'ai vue et elle est très bien, hein, je tiens à le dire quand même. C'est super mignon, mais tu vois, je veux pas blesser les gens et parfois je sais que je suis maladroite, alors je me dis bon si je lui ai dit ça, donc je suis très timide. Et du coup c'était une occasion de allez Roxane, tu dois y aller. En plus le fond est magnifique parce que vulgariser la science, moi j'ai aucun doute que ce soit une bonne chose. J'ai beaucoup écouté les anciens podcasts et vraiment je trouve que la vulgarisation c'est pas bobo. Par exemple les émissions comme E égale M6 ou Fred et Jamy sans venir d'un milieu incroyable. Moi j'ai trouvé ça génial et peu importe qui ça impacte, mais le fait que ça impacte une personne c'est déjà énorme en fait. Et cette personne va en impacter une autre, etc. Et moi, je crois beaucoup à ça, à donner et à participer à une émulsion que je vais pas forcément contrôler, mais qui sera là, quelque chose de positif, donner sa petite impulsion, voilà. Je me suis un petit peu égarée par rapport à la question. Alors la question à la base, c'est est-ce que ça a été un challenge pour toi? C'est un challenge que tu as choisi toi-même. C'est ça. Quand tu parles de la première partie avec l'humoriste, dans 180 secondes, la vidéo pour ENS Paris-Saclay,
Et même ce podcast-là, en fait, c'est plein de petits challenges que tu te pousses toi-même à faire, alors que tu le dis toi-même, t'es super timide. Tout le monde me dit que non, Roxane, t'es pas timide, mais en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en étonnent, mais si vous saviez à quel point c'est terrorisant pour moi, et en fait, ma spontanéité fait que j'y vais sans réfléchir, sans ces barrières que l'on se met, et toujours en adéquation avec mes valeurs. Et justement, ce genre de podcast où on parle à des plus jeunes, c'est important. Je pense que ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux auditeurs et aux auditrices? Ne pas avoir peur d'être soi-même. Ce qui compte, c'est de progresser. Peu importe comment. Plus c'est inconfortable, plus c'est difficile, mais plus on progresse. Et c'est très positif. Ça a vraiment fait trop plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Roxane d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou à envoyer un mail à joscience donc je suis. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. À bientôt!